Eh bien, bonjour à tous. Le département Sciences et Techniques est heureux de vous présenter la 30e édition de la Fête de la Science, aujourd'hui avec l'ONF, et un focus particulier sur les forêts d'hier, d'aujourd'hui et de demain en Provence, avec Julien Panchou, directeur d'agence à l'ONF. Donc n'hésitez pas, après le déroulé de la conférence, à poser tranquillement vos questions. Bonne conférence. Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Julien Panchou, je suis le directeur de l'ONF pour les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. On est une petite équipe de 70 personnes sur les deux départements. Et moi, je suis basé à Aix-en-Provence. On s'occupe de la gestion des forêts de ces deux départements et principalement, on a la gestion des forêts des collectivités. Donc, 90% des forêts qu'on gère dans ces deux départements sont des forêts des collectivités. On a quelques forêts de l'État, donc des forêts dites domaniales. Et moi, je vais essayer de vous brosser en une petite heure, là. Et puis après, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Je vais essayer de vous brosser un petit peu le tableau de ce qu'est la gestion. Et pour bien comprendre ce qu'est la gestion forestière, je pense que c'est important de repartir un petit peu en arrière pour comprendre comment cette forêt, elle en est arrivée là et quels sont les enjeux d'avenir par rapport à cette forêt. Alors, la conférence, je l'ai intitulée Des forêts des hommes. Elle s'inscrit dans le cycle là, de conférences dans le cadre de la Fête de la Science. Et donc, j'ai fait un petit focus sur la Provence tout en essayant de vous donner quelques éléments sur la forêt au niveau de l'ensemble de la France et particulièrement de la France hexagonale. Alors je vais commencer par un exemple qui est pas si loin d'ici que ça, puisque le Ventoux, le mont Ventoux, donc au nord de Vaucluse, c'est un mont qui fait à peu près 1900 mètres, un petit peu plus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce mont Ventoux, il est un bon exemple de ce qu'est la forêt en Provence, puisqu'en fait, la forêt telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est quand même assez présente en Provence, puisque la région PACA, c'est l'une des régions les plus boisées de France. Donc en Provence, il y a quelques années, là on voit des images du Ventoux en 1920, c'était une montagne qui était totalement pelée. Pelé par quoi? Pelé par déjà l'utilisation du bois que faisaient les hommes au fur et à mesure des siècles, et notamment au cours de l'industrialisation. Et puis une forêt aussi qui était surexploitée pour le bois, pour faire du charbon, pour tout un tas d'usages classiques. Et donc il y a eu tout un travail qui a été fait à partir de la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, d'essayer de reconstruire cette forêt. Donc dans le Ventoux particulièrement, il y a eu ce qu'on appelle la restauration des terrains en montagne. Donc c'est un groupe d'experts, notamment piloté par l'administration des eaux et forêts, qui a reboisé le Ventoux, mais bien d'autres endroits dans les Alpes du Sud et dans les Pyrénées aussi, à reboiser ce mont. Le risque à l'époque, c'était un risque d'érosion et aussi d'inondation, puisqu'il y avait finalement des couloirs dans lesquels, avec les pluies, l'ensemble des roches arrivaient dans les villages de la vallée. Donc la vallée qui est au nord, c'est la vallée du Toulourenc, et ces villages-là avaient des inondations régulières, avec également des enjeux aussi de pouvoir avoir moins de risques quand ils allaient faire paître leurs bêtes dans les alpages. Donc il y a eu tout ce travail extrêmement long qui a pris des années, où l'administration des eaux et forêts a mis en place des pépinières qui étaient des pépinières volantes. Donc il faut imaginer des milliers de personnes dans la colline ou dans la forêt qui montent, qui vont chercher des graines, qui les mettent en culture
à des étages différents d'altitude, qui choisissent des espèces qui sont adaptées à l'altitude, mais également au sol, et ont commencé à repeupler le Ventoux. Et donc, on a je vais prendre un autre endroit qui est là, Céuse, donc dans les Alpes de Haute-Provence. Et ce qu'on voit, c'est vraiment, donc on voit bien, c'est la photo du même endroit entre la fin du 19e siècle et aujourd'hui. Donc on a tout ça pour vous dire que la forêt, c'est un élément dynamique. On la connaît aujourd'hui, elle prend une part assez importante du territoire, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au milieu du 19e siècle, c'était uniquement 10% du territoire. Et par contre, si on remonte un petit peu plus avant, au Moyen-Âge, on était plus à 80% du territoire. Donc on est vraiment sur un espace qui est vraiment dynamique et qui a été plus ou moins exploité en fonction des siècles par l'homme. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans une tendance assez forte à la reforestation du territoire, globalement. Qui dit reforestation du territoire dit pas forcément de la forêt de bonne qualité. Donc ça, on le verra par la suite, puisque en fait, reforester, ça ne veut pas dire forcément conserver la forêt sur le long terme. Je vais vous donner quelques éléments de l'évolution de la surface forestière en France. Voilà, si on repart en 1830, on était entre 9 millions et 9 millions et demi d'hectares, alors qu'en 2016, on est à peu près à 17 millions d'hectares. Donc on a un taux de boisement en France qui est de l'ordre de 30%. Voilà. Ça vous donne un petit peu on est vraiment en train de reprendre, la forêt regagne du terrain, principalement avec deux facteurs. Le premier facteur, c'est le fait que il y a de la déprise agricole. Donc, en fait, si on reprend les Bouches-du-Rhône ou essentiellement le Vaucluse, sur le Vaucluse, par exemple, c'est près de 1500 hectares par an qui passent de zones agricoles à des zones en friche. Donc c'est ce qu'on appelle l'enfrichement. C'est 1500 hectares par an sur ce département. Donc c'est énorme. On a un gain qui se fait comme ça. Et la deuxième raison, c'est le fait qu'on utilise beaucoup d'intrants, même si on a une diminution des intrants en agriculture avec les tendances de ces dernières années. Et du coup, on utilise moins d'espace pour l'agriculture, ce qui fait qu'on a un certain nombre de secteurs sur lesquels on a un réenfrichement. Donner quelques informations sur la propriété de ces forêts, et c'est extrêmement important pour comprendre quelle en est la gestion. L'Office national des forêts ne gère que les forêts publiques. Donc c'est à peu près, faut garder en tête, on gère un tiers des forêts. Et 75%, bon, c'est un petit peu moins maintenant, mais on va dire que la majorité des forêts en France sont des forêts privées. Ce qui pose tout un tas de problèmes, notamment parce que les forêts qui sont privées sont souvent des petites forêts, pas forcément connues de leurs propriétaires, souvent de moins de 2 hectares. Et donc, il y a un morcellement extrêmement fort de la forêt en France. Ce qui empêche d'avoir des unités, nous on dit susceptibles de gestion, c'est-à-dire qu'on a de la difficulté à pouvoir avoir une stratégie forestière sur ces terrains-là sur le long terme. Donc, et après, sur la part qui est gérée par l'Office national des forêts au niveau national, on a donc 9%
de forêts qui sont des forêts domaniales, donc des forêts de l'État, et les autres forêts qui sont des forêts des collectivités. Vous voyez que cette part, elle augmente sensiblement sur les départements que nous gérons avec mes collègues pour arriver à des 90-10 avec des forêts. Donc quand je dis des forêts des collectivités, ce sont des forêts, soit des forêts communales, soit des forêts départementales. Notamment, si on reprend les Bouches-du-Rhône, les Bouches-du-Rhône est un département un petit peu à part, puisque le conseil départemental a une politique foncière, d'acquisition foncière extrêmement volontaire, et que, en fait, ce conseil départemental a acquis au fil des années de nombreux terrains qu'il gère en propre. Et donc, on gère pour le compte du conseil départemental. Donc, c'est l'un des conseils départementaux qui a le plus de foncier en France. Donc voilà, un chiffre à retenir, 30% du territoire est forestier. Donc un taux de boisement au niveau national. Et si on descend en PACA, on est sur 51%. À retenir aussi le Var, qui est le deuxième département le plus forestier de France. Donc on n'a pas l'impression, quand on vient un petit peu en Provence, on se dit oh, finalement il n'y a pas de forêt. Mais c'est vraiment des secteurs qui sont extrêmement forestiers, avec des enjeux forestiers très forts. On verra, on détaillera l'ensemble des usages qu'il peut y avoir sur ces secteurs-ci. Alors, voilà, avant de passer à la suite et aux différents usages, je voudrais vous montrer un petit film sur un exemple pas si loin que ça non plus, mais toujours de Vaucluse. Un exemple sur la forêt des cèdres du Luberon, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est une forêt communale, pour le coup, qui est répartie sur 3 communes, Beaugneux, Lacoste et Ménherbe, que l'on gère pour le compte de ces 3 communes. Et je vais vous passer ce petit film pour vous montrer un petit peu quel peut être le type de gestion qu'on fait. Et après, je passerai aux différents usages de la forêt. Ah, alors si on ne le voit pas. En Provence, le Luberon est un territoire d'exception. Hop. Alors je ne sais pas pourquoi ça passe pas. Je vais peut-être essayer. Ce sont les aléas du direct. Hop. En Provence, le Luberon est un territoire d'exception aux multiples paysages d'une grande beauté. Le massif est formé du Grand Luberon. Je vous prie de m'excuser, j'essaye de faire fonctionner la technique. Tac. C'est bon. Voilà. En Provence, le Luberon est un territoire d'exception aux multiples paysages d'une grande beauté. Le massif est formé du Grand Luberon au dôme à l'herbe rase dédié au pastoralisme et le Petit Luberon qui conserve l'étonnante forêt de cèdres de près de 300 hectares gérée par l'Office national des forêts. Donc le cèdre de l'Atlas est une essence très spécifique et très particulière qu'on trouve dans le sud de la France surtout. Elle a une origine historique de semis qui ont été réalisés à la fin du XIXe siècle. Semis
aujourd'hui, on est sur la 3e, voire 4e génération d'arbres, de ces arbres historiques qui ont été semés à la fin du 19e. Ici, on a l'exemple de ce développement de la forêt. L'arbre qui a été semé, c'est l'arbre de première génération, qui est donc là présent devant nous. C'est un arbre de gros diamètre. Et autour de lui, on retrouve les arbres de deuxième génération, qui sont issus de ces graines. Et c'est le géniteur de cette petite forêt qui est autour. Donc partout, il y a des premières générations. Après, c'est implanté la deuxième. Après la troisième, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que la forêt qui était complètement artificielle au début, eh bien, elle est devenue une forêt naturelle où on n'a pas besoin de faire de reboisement pour que ça grandisse. Donc, tous ces cèdres que nous trouvons autour de nous ont parfois des teintes différentes. C'est une question que me posent des gens quand je les rencontre et qui se promènent. Pourquoi il y en a des bleus, des verts, ils ne sont pas tous les mêmes? Et si, ils sont tous des cèdres de la classe, et ils sont avec leur caractère génétique propre. Ce qui fait qu'il y en a qui sont plus bleutés, d'autres un peu moins, ils tirent sur le vert, etc. Comme les humains n'ont pas tous la même chevelure, mais les cèdres, c'est un peu ça aussi, ils ont des nuances. Le cèdre du Luberon peut être utilisé sous de nombreuses formes. Bois de chauffage, piqué, huiles essentielles et surtout pour la construction. Et c'est un bois qui a une caractéristique particulière, c'est qu'il est imputrescible. Et donc, il n'a pas besoin de traitement. Et ce bois, il est très apprécié, notamment pour tout ce qui est mobilier extérieur. Donc, c'est un bois qui a une grande valeur. C'est une niche commerciale pour le petit Luberon. Et depuis quelque temps, il s'est implanté une scierie dans un village qui s'appelle Villars, qui est près là. Où il y a un scieur qui s'est spécialisé dans la transformation des bois de cèdre en planches, plateaux, poutres, etc., fermes pour la construction. Donc c'est vraiment valoriser le bois de cèdre, c'est vraiment l'employer dans la région, dans un souci d'écologie, de supprimer les transports, etc. Donc c'est vraiment un bois d'avenir pour notre territoire. La forêt des Sèvres du Petit Luberon retient toute l'attention de l'ONF qui gère au mieux ce patrimoine. Et ce matin, tout le monde est au rendez-vous pour un travail de sélection. L'objectif de Marthe aujourd'hui, c'est effectivement pas d'aller chercher un volume, mais d'améliorer le peuplement en se disant qu'on n'occulte pas l'avenir, on attend de voir quelles seront les nouvelles normes de sylviculture, en fonction notamment du réchauffement climatique, des enjeux sociaux, économiques aussi, pour, dans un avenir proche ou lointain, avoir toujours du capital. Donc, on garde à la fois une qualité et une diversité en termes de diamètre, mais on garde du capital sur pied. Voilà. Chaque arbre est répertorié et suivi par un traçage par satellite. Donc là, on travaille en étroite collaboration avec l'INRA d'Avignon, qui fait des recherches en génétique sur les arbres de première génération. Donc là, l'INRA nous a donné des consignes, c'est-à-dire de conserver ces arbres qui ont une génétique forte. C'est vraiment les arbres, les graines qui sont venues de l'Algérie et qui, on veut conserver cette génétique des arbres de première génération. Donc ils ne devront pas être coupés. Celui-ci, c'est la première génération, on va laisser. On vérifie juste s'il y a la peinture rouge qui nous certifie qu'il a bien été la peinture rouge. Il y a bien la peinture rouge. L'ONF est un acteur important de la gestion des territoires. Il est en charge de la gestion de la forêt publique, donc pour le compte de l'État, mais également des collectivités. Il assure une gestion multifonctionnelle de cette forêt à travers l'approvisionnement de la filière bois, qui est une filière importante, mais également
grâce aux actions et à l'attention de l'Office national des forêts, la majestueuse forêt des cèdres du Luberon pourra ainsi se perpétuer pour les générations futures. Voilà, donc c'est un des exemples de la gestion forestière qu'on fait, tout en sachant que c'est un exemple qui est un petit peu biaisé, dans le sens où la majorité de la forêt qu'on gère, c'est de la forêt sur laquelle on travaille en régénération naturelle. Donc là, on voit un petit peu les deux aspects, puisque au départ, c'est une plantation, ça a été une plantation, mais la majorité des forêts, ça c'est aussi extrêmement important, la majorité des forêts qu'on gère aujourd'hui, on les travaille en régénération naturelle. Donc notamment la forêt de pin d'Alep, le pin d'Alep étant l'essence majoritaire dans les Bouches-du-Rhône et le sud Vaucluse. Donc je vais reprendre la présentation sur les différents usages. Donc c'est une forêt au sein de laquelle il y a de nombreux usages. L'un des premiers usages, vous l'avez vu dans le film, c'est le pastoralisme. D'ailleurs, c'est l'exemple qui est choisi pour cette diapo, le petit Luberon. Il faut savoir que 30% des forêts que l'on gère sont des forêts qui sont pâturées, ce qui est assez remarquable puisque, à la différence de mes collègues des Alpes de Haute-Provence ou des Hautes-Alpes, eux, ils ont plutôt des alpages, alors que nous, on gère du vrai sylvopastoralisme, c'est-à-dire des moutons qui sont en forêt sur des secteurs forestiers, et donc il va falloir qu'on gère notamment le fait que les moutons viennent paître dans nos forêts, alors qu'il faut assurer la régénération de ces mêmes forêts. Un deuxième usage qu'on peut avoir, c'est la chasse. Alors, je sais que aujourd'hui, la chasse a une bien piètre image. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on n'avait pas de chasse, on aurait ce qu'on appelle un déséquilibre entre sylvo-cynégétique, donc c'est-à-dire un déséquilibre entre le gibier et la forêt, et donc en fait, on n'aurait plus de régénération des forêts. Comme on n'a plus assez de grands prédateurs comme le loup, le lynx, on est sur des forêts qui sont de toute façon façonnées par l'homme, et donc il faut que l'homme puisse entretenir cet équilibre entre la grande faune et la forêt, sinon on n'aurait jamais de régénération. On aurait une forêt qui vieillirait constamment. Oui. Oui, chaque année, donc il y a ce qu'on appelle des plans de chasse, qui sont établis, en lien avec la fédération de chasse. En fait, c'est elle qui coordonne l'ensemble des plans de chasse. Ils définissent en fonction des comptages, donc on fait des comptages ensemble. On vérifie le nombre d'animaux qu'on voit toujours sur des mêmes transects. Et sur cette base-là, on définit des plans de chasse qui sont à réaliser par an. Et on a un monitoring qu'on fait, c'est-à-dire qu'il y a non seulement le fait de regarder par des transects, mais également le fait de faire ce qu'on appelle des enclos-exclos, c'est-à-dire qu'on clôture une partie de forêt et on compare la régénération dans cet endroit qui est clôturé avec la régénération qui est hors clôture. Donc on a certains secteurs, notamment dans le Ventoux, où on constate qu'à l'intérieur de l'enclos, on a une régénération qui peut être abondante, et à l'extérieur, on n'a pas du tout de régénération. Donc là, ça veut dire qu'on est dans un déséquilibre sylvo-cynégétique et qu'il faut justement augmenter le plan de chasse.
Et également, un des éléments importants de nos forêts, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de monde qui viennent. Alors, on a beaucoup de locaux. Je suppose que beaucoup d'entre vous aiment se balader en forêt. Et on a également énormément de touristes, puisque on est vraiment sur un secteur sur lequel, déjà rien qu'à l'échelle de la France, mais également plus loin, nos massifs forestiers sont connus. Pour vous donner quelques noms des massifs que l'on gère, il y a les Alpilles, il y a les Calanques, il y a le Luberon, il y a le Ventoux, il y a la Sainte-Victoire. Tous ces noms-là, ils font rêver au-delà des frontières de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y a cette obligation pour le forestier de prendre en compte l'aspect récréatif de ces forêts en aménageant, comme c'est le cas ici, là, en forêt domaniale de Malmoisson, donc dans les Alpes de Haute-Provence. Là, on a mis en place donc des panneaux d'accueil. C'est souvent comme ça qu'on nous connaît. Les gens vont en forêt et nous voient déjà de par les panneaux qu'on peut faire, les différents panneaux qui permettent d'engager. Mais ce que les gens savent moins, c'est tout le travail qu'il y a en amont pour la conception des panneaux, pour la conception également des itinéraires de sentiers, et puis également pour la réflexion de savoir à quel public ça va être dédié. On a notamment du public qui peut être également des publics handicapés. Et nous, on essaye, autant que faire se peut, et c'est le cas à Malmoisson, mais c'est aussi le cas dans la forêt des Cèdres, d'ouvrir au maximum, au plus grand nombre, la forêt. Alors pour vous donner quelques chiffres, ça donne un petit peu le tournis, mais voilà, à l'échelle nationale de ce que fait l'ONF, donc on gère 18 000 km de sentiers pédestres, on a 8 000 km de pistes cyclables, 4 000 km de pistes pour les chevaux. On a 60 sentiers qui sont accessibles à tous. Donc quand on dit accessible à tous, c'est à tous les types de handicap, que ce soit visuel ou ça peut être des handicaps moteurs. On a aussi une habitude de proposer ce qu'on appelle des schémas d'accueil du public. Donc, c'est-à-dire qu'on propose à des collectivités une vue d'ensemble sur l'ensemble de leur forêt, d'essayer de réfléchir à l'échelle du massif forestier, de pouvoir proposer donc un certain nombre d'aménagements qui permettront de mieux accueillir, de mieux mettre en valeur cette forêt, de mieux accueillir le public. On gère également en propre, on est en train de diminuer cette activité pour la transférer petit à petit aux collectivités, mais on essaye d'engager, en tout cas, on a engagé notamment, on l'a beaucoup fait dans le 04, dans le 05, de gérer des gîtes en propre en forêt qui sont mis à disposition par les forestiers, à disposition du public. Et donc ces gîtes-là, on essaye petit à petit, une fois qu'on voit qu'ils fonctionnent bien, de les transférer aux collectivités. Voilà, et ils sont associés à ce qu'on appelle des circuits de randonnée sur lesquels on a mis aussi une marque qui s'appelle Retrouvance. Et voilà, c'est l'ensemble de cette marque-là, donc avec le sentier de randonnée, avec des étapes en gîte qu'on essaye de transférer petit à petit aux collectivités. Alors, on fait aussi de l'animation nature. Alors, qu'est-ce que c'est que l'animation nature ? C'est d'essayer de montrer soit aux écoles, mais aussi aux entreprises. On fait de nombreux travaux avec des comités d'entreprise, avec également des collectivités, des élus, pour essayer de leur montrer une autre facette de la forêt et surtout qu'ils puissent y travailler ensemble. Donc, évidemment, avec les enfants, c'est plutôt dans une vision presque unique d'éducation à l'environnement.
avec les collectivités ou avec les entreprises, on travaille plutôt, donc bien évidemment sur l'éducation à l'environnement, ça peut être l'arrachage de plantes invasives dans les calanques, ça peut être également le fait de construire des gîtes pour les arosselets comme on l'a fait récemment sur les Pennes Mirabeau. On essaye de créer aussi de la dynamique de groupe et de la cohésion de groupe dans le cadre de ces animations nature. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'accueil des personnes à mobilité réduite, pour que la forêt soit accessible à tous. Et puis, de plus en plus, ça devient de plus en plus à la mode, puisque certaines personnes aiment, vous l'avez peut-être vu, prendre des bains de forêt, serrer les arbres en faisant de la sylvothérapie. On a d'ailleurs des collègues qui accompagnent des groupes en ce sens. Et donc du coup, ce qu'on a remarqué, je ne sais pas si ça marche, en tout cas la sylvothérapie, mais en tout cas, ce qui est important de voir, c'est que plus on passe du temps en forêt, et ça c'est prouvé pour le coup, plus ça lutte contre le stress. Donc ça, c'est un élément fort, je pense, de la reconnexion nécessaire entre l'homme et la nature. Quand je disais qu'on était sur de la dynamique, voilà, il faut bien voir que cette forêt est dynamique, elle a été façonnée par l'homme et elle n'a pas vocation à être mise sous cloche dans son entièreté. Un travail aussi important qu'on a, c'est d'essayer de préserver la biodiversité. Donc là, vous voyez une collègue qui fait du comptage de rapaces sur le secteur donc des Alpes de Haute-Provence. Donc nous, on a toute une activité qui est une activité soit dans le cadre d'une mission d'intérêt général qui nous a été confiée par l'État, une mission d'intérêt général biodiversité. On travaille sur la mise en place de réserves biologiques, soit intégrales, donc c'est des endroits où seuls les chercheurs peuvent aller, soit des réserves biologiques dirigées, donc qui sont ouvertes au public. Donc on a quelques forêts qui sont des réserves biologiques intégrales qui sont ouvertes aussi au public, mais uniquement sur les sentiers, comme c'est le cas de la réserve biologique intégrale du Mont Ventoux, en face nord du Ventoux, où là vous avez un très beau sentier qu'on a refait d'ailleurs dernièrement et qui est inscrit au PDIPR, donc au plan départemental de randonnée. Et donc voilà, on essaye de préserver la biodiversité et on a aussi un certain nombre d'experts qui interviennent là de manière en prestation pour le compte des collectivités, pour les accompagner dans tous les projets qu'ils peuvent avoir de préservation de la biodiversité. Alors, voilà quelques chiffres. La prise en compte de la gestion quotidienne des forêts, donc c'est 230 forestiers qui sont spécialisés naturalistes. Donc nous, c'est des réseaux naturalistes, donc c'est des personnes donc sur l'ensemble des forestiers qu'on a, donc on doit être sur les forestiers, les agents à l'ONF, on est à peu près 8000 personnes, dont 4000 ouvriers et 4000 agents divers et variés. Et donc il y en a 230 qui sont vraiment spécialisés, qui ne font que de l'étude. Et après, la majorité des collègues participent à des études en plus de la gestion quotidienne. Et puis, il y a 254 réserves biologiques. Si vous voulez avoir quelques noms dans la région, il y en a une dans les Calanques, la réserve de la Gardiole. Il y en a une qui est située donc à Lagarde d'Apt, donc dans les monts de Vaucluse. On en a une sur le Petit Luberon,
donc là qui est également une réserve qui est importante. On en a une à Cadarache, donc à côté du CEA de Cadarache à Saint-Paul-les-Durances. On en a une autre aussi sur le mont Ventoux. Voilà pour les principales, mais après on en a d'autres qui sont peut-être plus petites et sur lesquelles il est tout aussi intéressant d'aller découvrir tout un tas de faune remarquable et de flore remarquable, puisqu'on est dans des départements qui sont parmi les plus riches de France. Hein. Donc il y a certaines. Donc là, je parlais du luberon tout à l'heure. Vous avez certainement vu un rapace dans le film. Donc le luberon, par exemple, est particulièrement. Donc il y a une flore incroyable sur ce secteur-là, mais il y a la réserve biologique. Elle a été mise en place principalement par rapport aux rapaces qui viennent nicher dans ce secteur-ci. Donc on a des rapaces assez remarquables comme l'aigle de Bonelli. Donc on a quelques couples uniquement et qui sont situés. Donc il y en a qui sont très proches d'ici, hein, puisqu'il y en a dans l'Étoile, il y en a dans les Calanques, très proche de Marseille. Là, juste à Lumini, il y a un couple qui niche dans la muraille de Chine. Mais voilà. Donc on a l'aigle de Bonelli, on a également le hibou grand-duc, et puis on a le vautour percnoptère, qui est un vautour donc qui vit en Afrique 6 mois de l'année et qui vient en France pour se reproduire, principalement dans des falaises. Et donc on a et puis on a un petit peu d'aigle royal aussi, quelques couples. Alors, voilà quelques informations sur les inventaires naturalistes qu'on peut faire, les types d'inventaires naturalistes. Donc en haut, vous voyez l'arbre assez impressionnant que vous voyez là-haut, c'est au CEA de Cadarache. Donc c'est l'une des plus vieilles forêts des Bouches-du-Rhône, avec des arbres qui sont quasiment millénaires. Donc c'est des chênes, on est sur du chêne pédonculé. Et en bas, donc c'est des collègues qui regardent certainement certains des grands rapaces que je viens de citer. Au milieu, cette chose bizarre là, c'est un piège pour l'herpétofaune, donc les lézards, les serpents. Et puis sur la droite, là c'est un collègue qui tient un lézard. Donc il en fait des photos pour pouvoir le déterminer ou donc le prendre pour voir le sexe ou autre. Donc voilà, c'est tout ce type d'inventaire naturaliste qu'on peut faire et qui font partie intégrante de la gestion forestière. Un des enjeux prioritaire aussi de l'Office national des forêts, c'est d'approvisionner la filière bois, d'essayer d'approvisionner cette filière avec des forêts qui sont à proximité et créer en fait. Donc l'ONF est un des acteurs majeurs de la filière bois, créer des emplois locaux et pérennes, travailler sur des filières courtes et donc il y a beaucoup de personnes qui peuvent imaginer que voilà, il y a de l'industrialisation, de la coupe forestière et que c'est pas bon pour les sols, que c'est pas bon pour les arbres, qu'il faudrait mieux ne pas les couper. Ce qu'il faut voir, c'est que si on ne coupait pas les arbres dans les forêts qu'on a, déjà, on aurait des enjeux en termes de sécurité publique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de monde dans les forêts. Donc si on ne coupait pas, on aurait des risques de chute de branches, de chute d'arbres morts. On aurait aussi des arbres qui resteraient relativement chétifs, puisque plus les arbres sont serrés, moins ils grossissent, moins ils ont tendance à... Et puis on n'aurait pas de filière bois qui pourrait être approvisionnée. Donc
l'ONF en France commercialise, malgré le fait qu'on ait que, je rappelle de tout à l'heure, entre un tiers et un quart des forêts de France, on approvisionne 35% de la filière. Donc ça veut bien dire que la forêt privée, qui est pourtant la plus majoritaire en termes de surface, n'est pas forcément la plus productive. Et donc les essences majoritaires, c'est le chêne à 50%, le hêtre, donc on en a très peu en région PACA, on en a quelques-uns qui sont à la forêt de la Sainte-Baume, mais plutôt côté Var. On en a quelques-uns dans les monts de Vaucluse, justement la Garde d'Ape dont je parlais tout à l'heure, et puis le mont Ventoux, où on a encore une hêtraie. Et 35% de sapins épicéas, donc ça ne nous concerne pas. Et on a quelques sapins sur le mont Ventoux, mais ils sont très dépérissants. Oui. Alors, parce que le cèdre, c'est une espèce d'altitude qui vit sur l'Atlas marocain et l'Atlas algérien. Et donc, cette espèce, elle est habituée à la sécheresse. Et donc, les forestiers de cette époque-là, donc là, on est en 1860 à peu près, les forestiers de cette époque-là ont imaginé que ces graines-là pourraient résister à la sécheresse qu'il y a sur le Luberon, tout en travaillant à ce qu'on appelle la migration assistée des espèces, c'est-à-dire d'essayer d'imaginer comment on pourrait repeupler certains secteurs, sachant que les essences qui sont, on va dire, autochtones ne peuvent pas se régénérer sur ce secteur-là. Donc, en fait, le cèdre était une essence qui pouvait fonctionner. Et d'ailleurs, on a vu que c'était un excellent choix, puisque finalement, c'est une espèce qui, désormais, est à la 4e génération et se régénère toute seule depuis 4 générations. Voilà. Et donc, un bois de qualité, un bois qui est imputrescible, sans traitement, qui permet de faire du deck en extérieur, etc. Donc, du bardage extérieur. Donc 4 millions de mètres cubes pour la construction, 3 millions pour l'ameublement, 2,5 millions pour panneaux, papier, carton et 2,5 millions pour le bois énergie. Il faut savoir, c'est que dans les forêts là, qu'on a, donc ça c'est à l'échelle nationale, dans les forêts qu'on gère, la majorité va sur du bois industrie ou du bois énergie, puisque c'est des forêts qui sont sur des sols très très pauvres. C'est des forêts aussi qui sont nouvelles. Je vous le disais, la forêt provençale a été largement surexploitée. Et toutes les forêts que vous voyez autour de vous, c'est des forêts qui sont jeunes. Donc, où on n'a pas eu de la sylviculture qui a permis de conduire les arbres pour avoir du bois de grande qualité. Donc, pour l'instant, les premières générations qu'on va récolter, ça va être des bois avec beaucoup de défauts. Et donc, ils sont plutôt envoyés dans la papeterie. Donc, notre gros premier client, c'est Fibre Excellence à Tarascon, qui est une papeterie, une des plus grosses papeteries de France. Et puis, on a également l'utilisation de bois pour le bois énergie, pour les chaufferies. On a de nombreuses collectivités qui ont mis en place des petites chaufferies pour permettre de chauffer souvent les écoles, les établissements publics, etc. On envoie également du bois à Brignoles, où là on a une usine biomasse qui est un peu plus importante. Et puis on attend le démarrage peut-être un jour de Gardanne, Gazelle, pour un remplacement de l'usine à charbon par la biomasse. Une des missions importantes aussi, c'est la défense des forêts contre l'incendie. Alors là, je vais vous passer un deuxième petit film, si ça fonctionne, si j'y arrive. Voilà. Donc, quel est le rôle de l'ONF? Donc, c'est vrai que parmi les risques,
Parmi les risques majeurs, j'ai cité tout à l'heure la restauration des terrains en montagne qui a permis de travailler sur les risques d'écoulement torrentiel. Et on le sait assez peu que les forestiers travaillent et dans les couloirs d'avalanche et dans les torrents, etc. Et ici, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'on pourrait travailler. Et pourtant, dans le Mont Ventoux, on travaille largement sur ces sujets-là. Mais ce qu'on connaît beaucoup dans les Bouches-du-Rhône et dans le Vaucluse, c'est le feu, et le feu qui revient chaque année. Donc on va voir là, à travers ce petit film, quel est le rôle de l'Office dans ce feu. La gestion de ce... Contribue à la défense des forêts contre les incendies dans le cadre d'une mission d'intérêt général que lui a confiée l'État. Chaque année, entre 3 000 et 4 000 feux embrassent les forêts en France. En 10 ans, près de 115 000 hectares de forêt ont été touchés par des incendies. Cela correspond à près de 10 fois la superficie de Paris. 85 000 des incendies touchent la région méditerranéenne. Pendant l'été, chaque jour, 300 personnes sont mobilisées et 170 véhicules de patrouille équipés selon les besoins pour surveiller, sensibiliser, verbaliser, donner l'alerte et intervenir. L'ONF apporte aussi un appui à l'Île-de-France pour la prévision du risque en mesurant la teneur en eau des végétaux. Ceci permet de connaître le degré de sécheresse. Prévenir. Des patrouilles mobiles sillonnent quotidiennement le territoire pour détecter les départs d'incendie et donner l'alerte, faire appliquer la réglementation, informer et sensibiliser le public. Intervenir. Certaines patrouilles effectuées à bord de véhicules 4x4 porteurs d'eau peuvent se déplacer sur un départ de feu, l'éteindre ou en limiter la propagation jusqu'à l'arrivée des pompiers. Si le feu n'a pas pu être éteint, l'ONF intervient en guidant et assistant les forces d'intervention et de secours et en contribuant à la cartographie en direct de l'évolution du front du feu. Pour les feux de plus de 25 hectares, l'ONF réalise une cartographie du contour du feu et de l'impact du feu sur la végétation à l'aide d'images satellites. Les forestiers de l'ONF participent également à la recherche des causes de l'incendie. Sécuriser. Une fois le feu éteint, il faut sécuriser les lieux. Ceci passe par une expertise complète du lieu de l'incendie, accompagnée de travaux d'urgence de mise en sécurité pour éviter des accidents complémentaires. Accompagner la reconstruction. L'ONF aide par la suite à penser à l'après-feu en accompagnant la reconstruction écologique du lieu qui ne pourra être réalisée qu'après une étude complète. Mais le rôle de l'ONF ne se limite pas à la saison estivale. Tout au long de l'année, 220 personnes spécialisées travaillent pour créer et entretenir 1800 hectares de zones débroussaillées et près de 1700 ouvrages, vigies, citernes d'eau, pistes, barrières. L'objectif du débroussaillement est de diminuer le volume de végétation combustible, créer des coupures dans la végétation pour réduire l'intensité et la vitesse du feu. Plus de 300 km de pistes sont entretenues pour permettre l'accès des services de secours. La défense des forêts contre l'incendie est une action essentielle sur le long terme qui a permis en 30 ans de réduire de 80% la superficie moyenne brûlée. Ces moyens sont actuellement déployés dans les 15 départements du sud de la France les plus touchés par le risque incendie. Mais avec le réchauffement climatique, le risque s'étend à d'autres régions de France métropolitaine. L'ONF anticipe et tous les forestiers se préparent et restent vigilants pour éviter les feux de forêt et préserver le patrimoine forestier. Voilà, donc là, ça vous donne un panel de l'ensemble des actions que fait l'Office national des forêts dans le cadre de la défense des forêts contre l'incendie. C'est vraiment ces actions-là qui ont permis donc de juguler les nombreux départs de feu qu'il y a pu y avoir, ne serait-ce que cette année. Cette année, même si dans les Bouches-du-Rhône, on n'a pas eu de grands feux, on a eu énormément de départs de feu. Donc on a eu des collègues qui ont été mobilisés très 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 régulièrement. L'année dernière, on a eu à faire face à 2 feux d'ampleur importante, notamment celui de Martigues, près de 1000 hectares, et puis celui de Istres, qui a brûlé une partie de la domaniale de Castillon.
Donc voilà, pour vous dire que, et je peux vous inviter à aller voir tout le travail qui a pu être fait par les collègues si vous allez à Castillon. Donc Castillon, c'est une forêt domaniale qui est à cheval sur les communes de Port-de-Bouc et de Saint-Mitre. C'est très beau, l'endroit est très beau puisqu'il est entouré d'étangs. Des étangs salés, des étangs d'eau douce, avec de la faune intéressante, notamment des flamants roses. C'est vraiment très beau. Et là, vous verrez que d'ores et déjà, avec tout le travail qu'on a pu faire très rapidement après l'incendie, on voit déjà les pins d'Alep qui sont en régénération, qui commencent à repousser, et les cépées de chêne aussi qui repartent. Donc voilà, pour vous dire que avant de planter après un incendie, il faut vraiment attendre l'analyse des experts sur le sujet. C'est vrai qu'on a tendance à se dire ah bah c'est tout brûlé, il faut vite aller replanter parce que j'ai envie de faire quelque chose pour la forêt. Vous inquiétez pas, la forêt elle travaille toute seule. Elle non pas à dire qu'on a presque pas besoin de nous, mais en fait, ce qui est important, c'est de voir que l'essence, le pin d'Alep est très bien adapté au feu. Elle a des cônes qui sont sertis en fait par de la cire. Et en fait, avec le feu, la cire fond et le cône s'ouvre et les graines sont totalement intactes à l'intérieur. Donc après, il y a une régénération encore plus forte. Et pour les arbres qui n'ont pas été brûlés dans le cadre de l'incendie, ils vont l'année suivante, et là vous pouvez le voir toujours en allant à Castillon. Si vous allez à Castillon, vous verrez que tous les pins d'Alep qui restent et qui sont souvent presque en état de presque mort, ils ont donné beaucoup plus de cônes cette année, comme ils savent que en fait, ils vont peut-être mourir, donc ils redoublent les graines l'année suivante. Voilà, je vais ensuite. Donc, on a parlé, vous avez vu le changement climatique. Je pense que, en fait, aujourd'hui, nul ne peut ignorer le changement climatique. Ça va beaucoup plus vite que prévu d'ailleurs. Et en fait, personne n'est épargné. On le voit au quotidien, on le voit dans l'augmentation des risques, notamment, là on parle du feu de forêt, mais c'est des sécheresses de plus en plus longues, de plus en plus intenses, même si le niveau d'eau et la pluviométrie à l'échelle de l'année est presque le même. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on a des épisodes de pluie beaucoup plus intenses pendant l'hiver, et puis des épisodes de sécheresse beaucoup plus intenses pendant l'été. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'on commence à avoir des dépérissements sur certaines espèces. Là, vous voyez par exemple du sapin. Sur le sapin, notamment par exemple dans le Mont Ventoux, on a des secteurs sur lesquels on peut avoir presque la totalité du peuplement qui est en train de mourir à un étage donné, parce qu'en fait, il y a deux effets. C'est-à-dire que quand vous êtes un être vivant, comme l'arbre, et que vous n'avez plus d'eau dans le sol, vous avez un premier effet, c'est que en fait, l'arbre, sur ses feuilles, il a ce qu'on appelle des stomates, c'est-à-dire des trous qui s'ouvrent et se referment en fonction et qui permettent à l'arbre de transpirer, comme nous, comme les pores de la peau. Et en fait, cet arbre, quand il sent qu'il n'a plus beaucoup d'eau, il ferme ses stomates. Donc en fait, il surchauffe. C'est comme vous, si vous fermiez les pores, vous surchaufferiez et vous mourriez. Donc là, il y a ce premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est que comme il n'y a plus assez de réserve d'eau dans le sol, au bout d'un moment, comme il a trop chaud, il réouvre ses stomates et en fait, il fait, comme nous, des embolies. C'est-à-dire qu'en fait, la colonne de sève, elle va se rompre et quand la bulle est formée, en fait, elle ne peut plus se recoller. Donc en fait, l'arbre meurt. Donc voilà, quelques informations. Un arbre de 5 mètres cubes, c'est un arbre classique, un bel arbre quand même. Il peut absorber 5 tonnes de CO2, c'est-à-dire l'équivalent de 5 vols aller-retour
sur un Paris-New York. Donc ça, c'est un seul arbre. Donc ça donne toute l'importance des arbres au niveau de la planète. Donc après, je vous fais grâce des 8 millions de tonnes. Voilà. En gros, sachez qu'en gros, la forêt, elle permet de stocker du carbone. Et donc que c'est absolument fondamental pour atténuer le changement climatique. Donc l'ONF prépare la forêt de demain à travers des îlots d'avenir. Donc c'est-à-dire que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'anticiper le changement climatique parce que nous, on est forestier, donc on travaille sur le temps long. Donc on imagine, pour vous donner quelques informations, dans 50 ans, à peu près dans le centre de la France, on aura le climat qu'on avait il y a à peu près une dizaine d'années en Provence. Donc on est à peu près dans cette échelle de temps. Donc c'est 50 ans, c'est demain, c'est nos enfants, c'est voilà, nos petits-enfants. Et donc du coup, on est vraiment dans un pas de temps extrêmement court. Donc à l'échelle d'une révolution d'arbres, si on ne plante pas aujourd'hui des essences qui sont en capacité, enfin si on plante en gros pour nos enfants des essences qui vont mourir demain, comme ça a été fait sur certains secteurs, dans les années 70, comme l'épicéa, qui a été majoritairement planté en plaine et qu'on voit aujourd'hui qui dépérit massivement dans certains secteurs en plaine. Les collègues vosgiens ou autres ont 100% des plantations des années 70 qui sont mortes, avec l'intervention d'un petit scarabée qui s'appelle le scolite et qui vient et qui finit le travail justement sur des arbres qui sont déjà affaiblis. Donc nous, on essaye de mettre en place des îlots d'avenir, donc c'est-à-dire des parcelles en forêt où on plante différentes essences et pour voir dans quelques années lesquelles sont restées. Donc là, on va plutôt chercher des essences au sud plutôt au sud, donc côté méditerranéen. Donc il y a des collègues vosgiens qui viennent chercher du pin d'Alep, du cèdre et autres. Et puis nous, on va chercher plus au sud, donc par exemple des sapins de Grèce, des secteurs un peu plus arides pour essayer de voir s'ils pourraient pousser à terme. Donc ça, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est de l'expérimentation. On n'est pas en train de repeupler l'ensemble de la France comme ça. Le plus gros du travail, le plus important, c'est vraiment la régénération naturelle. Je préfère insister parce que on n'est vraiment pas dans un déploiement massif de plantation à l'échelle nationale. Et puis on a le projet Giono qu'on a mis en place, c'est-à-dire qu'on a pris des hêtres à la Sainte-Baume, avec un capital génétique assez intéressant puisqu'ils ont déjà l'habitude d'être dans des secteurs qui sont en limite de leur répartition et puis habitués à la sécheresse. Et on les a apportés à Guéméné. À Guéméné, nous, on a toute une structure qui est financée par l'État dans le cadre d'une mission d'intérêt général et donc qui permet de développer des semences. Et ces semences, elles ont été plantées à Verdun pour essayer de voir de quelle manière, à terme, ces peuplements qui ont des caractéristiques génétiques très intéressantes pourront peut-être se maintenir dans ces secteurs pour imaginer le climat qu'on pourrait avoir à Verdun dans 50 ou 100 ans. Voilà, l'idée c'est qu'il n'y a pas une seule solution par rapport au changement climatique. Nous on travaille sur une forêt mosaïque. Donc c'est une forêt sur laquelle on expérimente plein de choses parce qu'on n'a pas la science infuse. Il faut bien malin celui qui est en capacité de dire quelle sera la forêt de demain. Ce qui est certain, c'est qu'on a plein d'idées.
On a des arbres qu'on conserve pour la biodiversité, qu'on laisse vieillir sur place. On a des endroits où on a du taillis, c'est-à-dire des zones sur lesquelles on a des courtes révolutions, notamment pour le bois de chauffe. On a des zones qui sont des zones ouvertes. On a des zones qui sont traitées en irrégulier, comme le cèdre que vous avez vu dans le film. C'est-à-dire qu'on a des arbres qui ont différents âges dans une même parcelle. On a des zones en en futaies régulières dans lesquelles on coupe tous les arbres au même âge. On a des îlots d'avenir. On a un petit peu tout parce qu'en fait, on tâtonne parce que le changement climatique va bien plus vite que ce qu'on aurait pu imaginer dans les modèles d'il y a encore une dizaine d'années. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci Julien, on a passé un agréable moment. Donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Attendez, je vous passe le micro. Oui, bonjour. Je voudrais vous demander si, en l'absence de maladie ou de causes accidentelles, quel est l'âge? Vous nous avez dit qu'il y avait des chênes qui étaient millénaires. Est-ce qu'un arbre peut vivre plus longtemps que 1000 ans ou ils ont un âge limité comme nous? Je présume que chaque arbre est spécifique, mais en moyenne, un arbre peut vivre combien de temps? Alors voilà, si vous avez déjà un petit peu répondu à la question en la posant, c'est que déjà ça dépend de chaque arbre. Si on prend par exemple le pin d'Alep, qui est le pin qu'on trouve dans les forêts là, tout autour, dans les Bouches-du-Rhône, c'est une espèce qui est pionnière. Donc c'est une espèce qui va avoir tendance à s'installer sur un secteur, à grossir et pas forcément à rester extrêmement longtemps. Alors après, tout dépend des conditions dans lesquelles il se trouve, etc. Et qui a vocation au bout de mais ça peut être quelques centaines d'années, à mourir pour laisser la place à d'autres. D'autres, comme le chêne, est très longévif. Je vous dis, les chênes de Cadarache, ils sont pour certains en train de mourir et ils ont plusieurs centaines d'années, voire près de 1000 ans. Pour certains. Donc on est vraiment sur... moi, j'ai pas de chiffres à vous donner. Il y a certains, je crois, séquoias en Amérique du Nord qui sont extrêmement vieux. Je connais pas leur âge, mais je pense que voilà, ça dépend de chaque espèce, ça dépend aussi des conditions dans lesquelles elle se trouve, s'il y a du sol, s'il y a du vent, voilà. Mais on peut avoir des arbres qui peuvent vivre oui, près de 1000 ans, oui, c'est possible. Alors on a notre question par ici. Oui, bonsoir. Enfin, je voudrais revenir très en arrière. Dans les années 70-80, vous n'êtes pas en cause. L'ONF avait mauvaise réputation parce qu'il y avait pas mal d'objecteurs de conscience qui y travaillaient et c'était géré plus ou moins par d'anciens militaires et c'était un régime très sec. Alors qu'en est-il maintenant? Enfin, bon, il n'y a plus d'armée, enfin, il n'y a plus d'appelés tout au moins. Donc, comment recrutez-vous? Comment ça se passe? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que donc l'ONF, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial, un EPIC. On est sous la double tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement. Et donc, à ce titre, on a un contrat d'objectifs qui nous est fixé tous les 5 ans avec l'État. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'ONF, c'est 8000 personnes. C'est 4000 personnes des salariés de droit privé et 4000 personnes des fonctionnaires. Et la tendance lourde qui a été demandée par l'État dans les années à venir, c'est le fait de diminuer le nombre de fonctionnaires. Et donc, du coup, on a de plus en plus de recrutements. Donc, il n'y a plus de concours pour rentrer à l'ONF. Tous les recrutements se font via des recrutements salariés.
Donc là, ça fait maintenant 2 ans qu'on a vraiment le fait que ce soit uniquement des salariés qui soient recrutés ou alors des fonctionnaires mais qui ont eu le concours auparavant et qui viennent d'une autre administration. Donc pour vous dire, c'est tout à fait ouvert en termes de recrutement à tout un chacun avec les compétences qui sont les siennes. Et on a dans la palette des métiers de l'ONF à peu près tous les métiers, je pense, depuis les ouvriers jusqu'aux fameux gardes forestiers qu'on appelle techniciens forestiers territorial, mais également des financiers, des personnes qui font de la communication, des managers, enfin il y a un peu de tout. Voilà. Donc on embauche à tous les niveaux et dans toute la France et les Outre-mer. Et voilà, donc c'est très très ouvert avec une diversité de profils qui est assez intéressante et qui, je pense, fait notre force. Merci. Bonjour, et merci pour votre intervention passionnante. Question pratique, j'aimerais que vous revisionnez votre carte avec l'évolution de la forêt au plan historique. Oui, je la remets. C'était au tout début de votre intervention. Là, ça et oui. La carte là non, la précédente. Voilà. Oui. Alors, la question a lieu par rapport à ça. La forêt française, du fait de l'urbanisation, a été réduite énormément. Vous dites d'ailleurs qu'il y a à peu près 30% du territoire métropolitain qui est couvert par des forêts. Et dans ces 30%, il y en a une très grande majorité qui sont des forêts d'ordre privé. Et ma question est de savoir quelles sont vos relations avec les propriétaires de ces forêts privées, d'une part, mission de conseil, mission de contrôle. Est-ce que vous avez des missions qui vous sont dévolues d'une façon explicite par la réglementation envers les propriétaires et les personnes qui agissent au sein de ces forêts privées? Ça, c'est une première question. Et la deuxième, est-ce que dans le cadre de développement de la filière bois, vous avez aussi à participer, voire faire des actions de collaboration, voire même au plan économique, des relations directes avec les propriétaires de ces forêts, d'une part, et donc des exploitants privés des dites forêts? C'est une bonne question. Nous, comme je l'ai dit, l'ONF travaille sur les forêts publiques. Mais on est forcément très régulièrement dans des zones qui sont en fait à la limite avec des forêts privées, puisque en fait les massifs forestiers, eux, ils ont traversé les limites de propriété. Et donc du coup, et puis en plus, ce qu'il faut bien voir, c'est que souvent les forêts dites domaniales ou les forêts des collectivités, c'est souvent des forêts qui ont été constituées par la force publique à travers le rachat de propriétés privées. Qui gère ces forêts privées? C'est un établissement public aussi, qui s'appelle le Centre régional de la propriété forestière, le CRPF. Et donc, le CRPF travaille à la gestion des forêts qui ont une certaine taille, puisque en fait, il y a une obligation de gestion qu'à partir d'une certaine surface. Donc, ils chargent à eux de proposer leurs services pour essayer de faire des documents d'aménagement, des documents stratégiques pour gérer ces forêts-là pour le compte des propriétaires. Donc ça, c'est pour répondre à votre première question. Pour répondre à votre seconde question,
bien évidemment, on travaille avec eux sur la massification. C'est-à-dire que quand on a des coupes sur un secteur, je prends par exemple les secteurs incendiés, qui sont souvent des zones sur lesquelles on a ce travail-là, mais pas seulement. On a aussi des secteurs sur lesquels on a des coupes, je veux dire, classiques. On essaye, autant que faire se peut, de travailler ensemble pour faire venir un exploitant, diminuer les coûts, et ainsi le faire travailler sur les deux propriétés, chacun récoltant le bois qui est le sien, avec les contrats qui sont les siens. Mais on essaye justement d'optimiser les exploitants forestiers sur ces secteurs, effectivement. J'avais plusieurs questions. Est-ce qu'il y a de l'exploitation forestière dans la commune de Marseille ou la métropole? Alors, alors, tout dépend ce qu'on appelle pour les bois, utilisation du bois. Ouais. Alors, oui, bien sûr. Alors, sur la métropole, oui. Parce que la métropole Aix-Marseille-Provence, elle représente quasiment les 3/4 du département. Donc oui, il y a de l'exploitation. La majorité des exemples que j'ai choisis là, c'est des exemples qui sont choisis dans le périmètre là. Donc oui, il y a de l'exploitation. Pour vous donner un ordre d'idée en termes de volume, sur les Bouches-du-Rhône, on doit être à peu près dans les forêts publiques à une mobilisation de à peu près 20 000 mètres cubes. 20 000 mètres cubes de bois, ce qui est relativement faible en fait, parce que non pas que la forêt ne pourrait pas donner plus, mais que comme on est sur des secteurs sur lesquels il y a beaucoup de forêts communales, nous, on travaille pour le compte des collectivités. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que les élus du secteur soient en phase avec le fait de développer la filière bois sur leur secteur, etc. Donc, on n'a pas forcément des coupes partout. Et on va dire on est plutôt dans une sous-exploitation de la forêt dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, et plus généralement dans Provence-Alpes-Côte d'Azur, plutôt qu'à même une forêt à l'équilibre. Et quelles essences sont exploitées? Alors, le pin d'Alep, majoritairement, en Bouches-du-Rhône. Hein, là, si on est sur les Bouches-du-Rhône, le pin d'Alep, qui est l'essence majoritaire, et également les chênes. Donc, chêne vert ou chêne pubescent? Les deux. Chêne pédonculé? Les deux. Rebours? On est chêne vert et chêne pubescent. Mm-hmm. D'accord. Est-ce qu'au niveau de la faune, il y a de la chasse aux sangliers? Parce qu'apparemment, il y en avait beaucoup, par exemple, dans le Calanque, tout ça, ça doit poser un problème. Alors, il y a de la chasse aux sangliers. Après, sur la gestion forestière, ça pose pas énormément de problèmes. Le sanglier, il pose plutôt des problèmes par rapport à l'agriculture. Mais en forêt, nous, c'est plutôt les cervidés qui nous posent problème dans la régénération forestière plutôt que le sanglier. Le sanglier en lui-même, lui, il est... Voilà. C'est pas très gênant. On fait rapidement parce qu'on doit libérer la salle. Il y a aussi, notamment sur les pins, le problème des processionnaires. Est-ce que ça c'est régulé? Est-ce que les pins d'Alep ou d'autres essences sont affectés? Est-ce qu'il y a des pièges? Comment ça se passe? Alors oui, donc pour répondre à toutes ces questions. Alors il y a la processionnaire, déjà ça dépend des années. En fait, il y a des années plus ou moins où il y a plus ou moins de processionnaires. Donc en fait, la processionnaire, donc cette chenille qu'on voit, qui fait des cocons dans les pins, donc elle aime tout type de pin. Donc ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit pin noir, pin d'Alep ou autre, il n'y a pas de... On la retrouve partout. Et en fait, nous, on met des pièges uniquement dans les zones d'habitation. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on travaille pour le compte de collectivités, donc soit pour des mairies, soit également pour des syndics. On travaille pas mal, notamment sur Aix-en-Provence et les environs, pour des copropriétés, des personnes qui souhaitent pas avoir des processionnaires lorsque leurs enfants vont jouer en bas dans le jardin. Et donc du coup, nous on travaille à essayer de poser des pièges. Voilà. Et un dernier, est-ce qu'il y a des problèmes avec la borréliose ou d'autres maladies transmises par les tiques? Ou s'il y en a ici, merci. Alors,
Non, pas à ma connaissance. On n'est pas vraiment dans un secteur où la maladie de Lyme est très développée. Malgré tout, elle existe en Provence. Donc, on va dire que on n'en a pas beaucoup, mais elle existe tout de même. Voilà. Merci. Et juste une dernière question. La monoculture de résineux et les coupes rases sont-elles un problème pour la biodiversité ? Alors déjà, nous, on fait très peu de monoculture et on fait très peu de coupes rases. Nous, les coupes rases qu'on peut faire, c'est essentiellement des coupes dites de taillis. Donc c'est des coupes pour le bois de chauffe, principalement sur des secteurs de chêne. C'est des secteurs où on est obligé de traiter comme ça parce que ça permet le renouvellement du peuplement. Pour éviter justement les aspects paysagers qui pourraient être pris en compte par les uns et les autres, pour limiter cela, on essaye de limiter les surfaces sur lesquelles on intervient. Donc ça, c'est une des grandes évolutions de ces dernières années, c'est-à-dire que les gens sont de plus en plus sensibles au fait qu'on fasse des coupes, des grandes coupes. Donc on essaye de réduire les surfaces, et la monoculture de résineux, je crois que ça, c'est des choses qui sont un peu derrière nous, quoi. Voilà. Alors, ils sont même utilisés pas qu'en bois de chauffe, hein, ils sont utilisés, il y en a même qui sont sciés. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, le pin d'Alep, il a vraiment une écorce qui coupe le feu. Si le feu n'est pas de très grande intensité, comme ça a été le cas à Castillon, par exemple, où il est passé, il a été virulent, mais il a pas brûlé l'intérieur du bois. Donc, on a valorisé la totalité du bois. Pour vous donner un ordre d'idée, sur Castillon et Martigues, on va mobiliser 40 000 mètres cubes de bois. Si on fait en une année, si on fait le pendant avec les 20 000 qu'on mobilise à l'échelle de la totalité des Bouches-du-Rhône sur une année normale. Donc voilà, on a valorisé la grande majorité du bois. Donc principalement en chaudière, vous avez raison. Donc là, on envoie ça dans les usines à chaleur dont je parlais tout à l'heure. Mais également, il y en a, je crois pas dire de bêtises, une quinzaine de pourcents qui a été valorisé en sciage. Et est-ce qu'on peut encore glaner du bois ? Glaner du bois avec notre... Avant, j'habitais dans le Pas-de-Calais, on allait en forêt avec la remorque et on ramenait du bois qu'on trouvait. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'affouage. C'est les droits d'affouage. Ça dépend des forêts. Donc il faut se renseigner auprès de sa commune pour savoir s'il y a de l'affouage possible. Donc nous, on organise l'affouage sur un certain nombre de forêts, mais pas sur toutes. Donc voilà, faut pas aller glaner du bois n'importe où, parce que ça dépend des droits ancestraux qui ont été acquis par les uns et les autres. Une dernière question pour finir, madame. J'ai vu que vous faisiez des animations et je voulais savoir si parfois vous faisiez des appels à bénévoles pour vous aider. En fait, j'ai demandé tout simplement si pendant les animations, vous faisiez des appels à bénévoles pour venir vous aider et aussi montrer les pratiques que vous faisiez au public. Pas spécialement, mais on pourrait, voilà, si ça vous intéresse, on peut, voilà, c'est des choses qu'on peut organiser. Après, nous, c'est vrai que on travaille assez peu avec des bénévoles sur les chantiers nature, mais ça pourrait se faire, j'imagine. D'accord, c'est une bonne nouvelle. Merci. Bien, merci beaucoup, Julien, pour cette conférence riche en détails. N'oubliez pas une conférence à 17h30 sur la mobilité verte. Merci, à bientôt.